Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Si vous aimez le foot belge, vous êtes à la bonne porte avec les podcasts Bidiable numéro 2. Aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume, aka le Roberto Carlos du plat pays, Pierre, le Guardiola de l'Apsa, et pour la première fois avec nous, Cédric, rédacteur Bidiable depuis le début. Bonjour messieurs, bonjour Cédric. Bonjour Nico. Bonjour. C'est bon, vous êtes tous dit ? Donc, passage obligé pour Cédric, présente-toi en quelques mots pour la centaine de milliers de personnes qui nous écoutent. Ah oui, donc là j'ai un peu la pression, mais voilà, moi brièvement, je travaille un petit peu pour le journal L'Avenir, je suis passionné de sport et surtout de foot. Et puis comme les autres ont eu droit à leur petit surnom, moi je vais peut-être dire que je suis le Januzaj du pauvre, pas pour le talent évidemment, mais plus pour ma tendance à simuler dès que je me retrouve dans le rectangle. Mais bon, ça, on y reviendra plus tard dans notre actu, vu on parle beaucoup de ça pour le moment en Angleterre. Très bien. Et bon, aujourd'hui, après un passage en revue de l'actualité des Diables et du Mercato, on retrouvera les coups de cœur et coups de gueule que la rédaction a choisis. Et comme de suite, nous allons repasser en revue l'année 2013 des Diables Rouges. Une rétrospective qui sera, je l'espère, la plus exhaustive possible. Le programme est donc bien chargé, on ne perd donc pas de temps et on démarre avec les coups de cœur, coups de gueule. Belgique je t'aime, Belgique je t'adore. Et donc on démarre ces coups de cœur, coups de gueule avec le petit nouveau, avec Cédric qui, toi Cédric, tu aimes bien Arsenal qui soutient Choumi, c'est ça ? Oui, c'était pour le petit clin d'œil, justement, Choumi qui vient de fêter ses 45 ans, qui les fête si on peut dire. Voilà, c'était pour un peu montrer les liens qu'il y a et les valeurs que sont celles du sport avec Arsenal qui a montré son soutien à Choumi via un t-shirt que tenait notamment Lukas Podolski. Donc voilà, moi je trouvais ça assez sympa de revenir là-dessus pour le grand champion qui a été Michael Schumacher. Et pour le très beau slip de Laurent Koscielny, si vous avez vu la photo, ça vaut le détour. Voilà, on la mettra en lien assez sur collector ce slip. Ok, et en moins c'est quoi alors ? Alors moi mon petit coup de gueule, j'ai parlé un petit peu comme on est en train de passer l'hiver, du parcours européen, justement des clubs belges qui n'ont pas passé l'hiver européen, évidemment à part Genk, on a eu de très mauvais parcours de la part notamment du Standard et d'Anderlecht, un peu plus mitigé pour Zult, mais qui a quand même été éliminé. Donc voilà, ça devient trop récurrent et le niveau de nos clubs en Europe commence à devenir de plus en plus inquiétant. Une réaction des autres ? Moi je pense que effectivement c'est inquiétant. Maintenant, ce que je comprends pas, c'est comment Anderlecht ne parvient pas à faire comme d'autres clubs. Je prends l'exemple d'Anderlecht parce que c'était en Ligue des Champions. Quand je vois qu'un club comme Bâle parvient toujours au moins à passer en Europa League et puis à faire un beau parcours en Europa League, je pense pas que leur budget soit énormément supérieur à celui d'Anderlecht. Et je comprends pas comment, avec les mêmes moyens à peu près, on n'a pas les mêmes idées, alors que leurs idées ont l'air d'être plutôt bonnes. Et c'est peut-être, dans le chef d'Anderlecht, plus un problème au niveau du coaching et de la philosophie du club en général, plus qu'une question de moyens, comme ça revient souvent sur le devant de la scène quand on doit expliquer les éliminations en Ligue des Champions. Même quand on voit le PSG, il n'y avait pas vraiment un club insurmontable. La 3e place était largement accessible et terminé avec 1 point sur 18, c'est assez problématique et assez inquiétant, justement, comme je le disais. Mais même quand on voit le problème de budget, on peut voir que Porto arrive à se débrouiller à payer des joueurs, à acheter des joueurs 500 000 euros, 1 million, et qui arrivent à les revendre, à faire des plus-values énormes. Un Parak de Four, ils sont gagnants, quoi. Ouais, maintenant, quand ils vont chercher un mec comme Jackson Martinez, qui vont revendre maintenant bientôt à 40 millions, c'est certain, mais ils l'ont quand même acheté 8 millions. Anderlecht n'est pas capable de payer 8 millions, ça il faut qu'on le souligne quand même. Porto, ils ont la chance de pouvoir... déjà, c'est beaucoup plus simple pour eux d'attirer des Sud-Américains
parce qu'au niveau de la culture portugaise est beaucoup plus semblable que la culture belge par rapport à une culture sud-américaine. Et il bénéficie aussi du fait d'avoir déjà des fonds et d'avoir un président qui est un terrible négociateur et qui parvient à vendre Falcao à 40 millions après une bonne saison, Hulk à 55. Ouais, à Porto, ils sont un cran plus loin qu'Anderlecht. Mais c'est vrai que on pourrait imaginer que les clubs belges entrent dans une philosophie un peu de ce style-là maintenant, quoi. Ok. Je pense que c'est aussi une question de mentalité, moi. Franchement, quand on voit, il y a des années où le Standard a fait un quart de finale d'Europa League, il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense pas que les clubs régressent. Je pense que juste cette année, les clubs ont vraiment pris les coupes d'Europe un peu à la légère et que on s'est dit, bon, de championnat, et en vrai que j'ai gagné mes 15 millions d'euros parce que je suis dans les poules de la Champions League, on va essayer juste de faire la figuration. Déjà, dès le départ, si on va avec une motivation et qu'on se dit qu'on peut passer et que les joueurs comprennent ça, voilà quoi. Parce que du côté du Standard, on a l'impression que quand on met l'équipe B contre les équipes contre lesquelles le Standard a affronté, voilà, c'est prendre la compétition à la légère et du coup, le coefficient belge va en prendre un énorme coup cette année et c'est surtout ça qui est vraiment le plus important, quoi. Ouais. Et autre que les clubs belges, Guillaume, toi tu veux parler de l'effet de quelqu'un sur Hazard. Oui, on a beaucoup critiqué José Mourinho en Belgique depuis le début de saison avec son traitement de Lukaku et de Kevin De Bruyne. Moi, j'ai toujours défendu Mourinho déjà en tant que fan de l'Inter, évidemment, mais surtout parce que je pense que c'est un entraîneur qui sait ce qu'il fait. Il n'a pas le palmarès qu'il a eu par hasard. On peut dire qu'il a eu des grandes équipes par hasard, très très drôle. Et, ça vaut. Mais justement, son effet sur Eden est assez intéressant. Il est en train, je pense, de transformer Hazard, qui n'est plus seulement un déstabilisateur de défense, mais qui parvient à ajouter des statistiques. C'était un peu le défi que Mourinho avait lancé à Hazard en début de saison. Et quand on voit que l'année passée, Hazard a mis 9 buts en première ligue, maintenant il est à 8 buts à la trêve, je crois qu'on voit déjà que le palier, il l'a franchi. Et c'est tout bénéfice pour les Diables parce que ça va lui permettre de prendre une autre dimension et peut-être de prendre l'équipe sur les épaules à la Coupe du Monde. C'est ce que j'espère personnellement. On l'espère tous. Avec le risque qu'il arrive cramé au Brésil. Mais je pense que Eden saura gérer ça et que la motivation fera en sorte qu'il répondra présent. Et c'est pas la première fois qu'il fait ça, Mourinho, pour corroborer avec les propos de Guillaume. Hein. Ça marche souvent, et avec certains joueurs, ça n'a pas marché, notamment avec De Bruyne et Lukaku, mais il va faire une machine de guerre d'Eden Hazard, hein, ça c'est certain. Oui, je pense que Hazard est quand même encore un niveau au-dessus de Bruyne et Lukaku, et Mourinho, il essaye de faire comprendre à des mecs comme De Bruyne ou Romelu que ils sont pas encore prêts pour Chelsea, tandis que Hazard, il est prêt pour Chelsea, parce que Hazard est vraiment un cran au-dessus. Ouais, mais il a quand même dit à Hazard qu'il ferait bien de s'entraîner plus. À mon avis, il a dû le prendre l'exemple de Ronaldo qui venait avant, après l'entraînement. C'est peut-être encore ça qu'il doit insister sur Hazard pour être encore meilleur que ce qu'il est déjà maintenant. Oui, j'ai lu récemment dans je ne sais plus quel journal anglais justement que Hazard était le premier à partir du terrain dès que l'entraînement était terminé, le premier à quitter la table après un repas collectif en mise au vert ou quoi, et que ça plaisait pas trop à Mourinho. Et c'est vrai que Hazard a souvent pris le football comme un jeu, ça se voit dans la manière dont il joue. Et avec Mourinho, le football, c'est pas un jeu, ou alors c'est un jeu où on gagne toujours à la fin. C'est sûr qu'il a encore quelques affaires à faire, mais bon, il n'a que 22 ans. Donc, oui. Et alors, en moins, Guillaume, toi, tu continues encore à parler de la Première Ligue. Oui, juste via Steven Defour qui dit que c'est difficile de quitter Porto, où il a un statut de remplaçant, et de revendiquer une place en Première Ligue. Mais par contre, la Bundesliga, ce serait pas mal. Alors, faudrait peut-être inviter Steven à regarder la Bundesliga plus souvent. Mais pourquoi donc la Bundesliga, que la Bundesliga soit en dessous de la Première Ligue. Fatalement, on voit plus la Première Ligue sur BTV et sur Canal+, ou sur je ne sais quelle chaîne au Portugal. Mais je crois pas il s'imposerait plus facilement à Francfort qu'à Aston Villa, par exemple. Enfin, je vois pas pourquoi. Et je trouve que c'est un peu cliché de tout le temps survaloriser la Première Ligue, qui n'est pas spécialement supérieure à la Bundesliga, voire à la Liga. D'ailleurs, à ce sujet, justement, l'entraîneur d'Aston Villa, Paul Lambert, recherche un milieu récupérateur, mais il veut quelqu'un qui puisse jouer directement à ce poste, donc il a déjà la connaissance de la Première Ligue, et justement, Defour risque de... Si transfert il y avait, et si c'était sur ce choix que
que portait finalement le transfert qui serait fait à Aston Villa, et bien évidemment il y aurait un problème d'adaptation qui serait assez important pour lui. Donc moi je rejoins Guillaume sur ce point-là. Defour peut-il s'imposer en Première Ligue à court terme s'il venait à jouer à Aston Villa? J'en suis pas sûr du tout. Il se surévalue? Non, parce que, pour moi, il peut jouer dans pas mal d'équipes de milieu de tableau en Première Ligue ou en Bundesliga, mais moi, ce qui me choquait, c'était vraiment la distanciation qu'il faisait entre Première Ligue et Bundesliga, comme si la Première Ligue était 10 fois supérieure, quoi. Moi, je pense pas qu'il se surévalue. Je pense que c'est un bon milieu de terrain récupérateur. Il faut qu'il connaisse son rôle, à savoir, c'est pas Andrea Pirlo, c'est plus Gattuso que Pirlo. Mais à partir du moment où il reconnaît ça et qu'il se fond dans ce rôle, ça marche très bien quand il joue avec la Belgique. Moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas dans une équipe de milieu de tableau en Angleterre ou en Allemagne d'ailleurs. Très bien, alors on termine cette partie avec Pierre qui reparle d'Hazard. Oui, on va parler d'Hazard au Boxing Day. Hein. On critiquait un peu ces dernières semaines qu'il n'arrivait pas à marquer dans les grands matchs. Et puis on voit le Boxing Day en Angleterre, c'est une institution et que on voit les grands joueurs. Hein. Il a scoré, il a été important, il met des passes décisives, il met des buts, il permet à son équipe de remporter des matchs. Et chose qu'il n'avait pas encore faite depuis le début, c'était de marquer contre un gros club et il l'a fait contre Liverpool. Donc voilà, c'est un peu le coup de cœur du moment. Et ton coup de gueule? Il y a pas mal de Belges qui vont devoir se poser la question au mois de janvier de savoir si s'ils vont devoir choisir un nouveau club ou si ils peuvent rester dans leur club, quoi. Parce que Wilmots il a dit qu'il irait au Brésil avec la majorité des joueurs qui ont disputé les qualifications, mais ça commence tout doucement à sentir le roussi. Parce que par exemple quand j'ai regardé Manchester-Tottenham ce week-end. Tu vas fort avec De Bruyne sur ce coup-là, Pierre. Avec ton expression. Ah. Oh là là, attention, ça va aussi ça. Je continue mon exemple. Continue ton exemple. Imaginez que Wilmots arrive à le convaincre de venir jouer chez nous. Kevin De Bruyne qui joue pas, Januzaj qui joue et qui a fait une super belle deuxième mi-temps contre Tottenham. Tout passait par lui, donc voilà quoi. Attention, ça c'est mon petit coup de gueule. Attention à ceux qui ne jouent pas. On va y revenir justement dans la prochaine partie. Et on enchaîne donc directement avec les news. Et vous voyez qu'on a du matos et du budget maintenant chez BDM. Attention, ça déconne plus. Alors, on démarre cette partie des news avec l'Angleterre au départ, ce qui nous vaut un nouveau jingle. Where is Brian? Donc Kevin De Bruyne, il joue pas. Il joue même pas du tout. Et pourtant, Mourinho ne le venderait que pour minimum 30 millions. Est-ce que c'est pas un peu déconné? Oui, moi je pense que c'est clairement déconné. C'est menace d'agents et de clubs pour faire monter les enchères parce qu'ils savent qu'il y a des clubs intéressés. Je vois pas pourquoi ils vendraient 30 millions. Enfin, c'est vrai je crois qu'ils l'ont acheté tout de même pas loin de 10 de mémoire. Je crois que c'était 8, mais oui, je pense qu'ils demandent 30 millions pour en avoir 20, quoi. Je vois pas comment ils pourraient refuser une offre de 20 millions pour un De Bruyne qu'ils n'utilisent pas. Alors Mourinho dit qu'il veut le garder, mais Mourinho dit jamais qu'il veut vendre un joueur. Hein. Il dit toujours qu'il veut garder tout le monde. Non, c'est vrai. Oui. Mais donc on sait pour le moment que le club le plus motivé pour le recruter, c'est Wolfsburg. Mais est-ce que franchement ils vont mettre 20 millions pour De Bruyne? Ouais, Wolfsburg, ils ont Volkswagen derrière eux. Ils ont toujours eu beaucoup de moyens. Ce serait pas la première fois qu'ils feraient un gros transfert. Ils étaient déjà allés chercher après la Coupe du Monde des Barzagli et des Zaccardo en Italie, qui à ce moment-là étaient très très bien cotés et ils avaient vraiment sorti le portefeuille. Donc pour eux, je crois pas que c'est un problème. Et ils sont un peu sur le belge pour le moment. Hein. Ils ont fait Malanda qui retourne là-bas. Ils sont chauds sur Kouyaté aussi. Donc ouais, moi ça m'étonnerait pas de retrouver De Bruyne en vert et blanc à Wolfsburg dans les prochaines semaines. Surtout que comme Mourinho le disait il y a moins de 2 heures, De Bruyne ne vaut peut-être pas 30 millions, mais il risque de les valoir un de ces 4 parce que faut pas oublier qu'il est toujours très jeune et que avec ce qu'il a déjà montré, effectivement à Chelsea il joue pas, mais bon on lui a peut-être pas donné non plus sa chance et puis voilà quoi. Donc maintenant mettre 30 millions c'est beaucoup, mais plus tard. C'est vrai qu'il a que 22 ans, De Bruyne, faut le rappeler. On en parle depuis longtemps, mais au final il est pas très âgé.
On va continuer avec Eden Hazard. Oui, Eden Hazard, élu belge de l'année Sud Presse. Donc c'est un titre magnifique. Qui dit « Nous ne serons pas champions du monde ». Pour vous, est-ce que c'est une déclaration lucide ou alors il aurait pas dû la faire est-ce que c'est bien de calmer les ardeurs Oula, je me sens on s'est tous dit ça à un moment donné aussi. On a tous à un moment donné pensé pouvoir gagner la Coupe du Monde parce qu'on parlait de nous à l'étranger, que nos joueurs jouaient et jouent encore dans les meilleurs clubs. Ben voilà, comme Pierre l'a encore relevé tantôt, beaucoup de joueurs ne jouent plus, donc il y a un coup de moins bien. Il y a eu les matchs amicaux aussi qui nous ont fait descendre un peu sur terre, donc évidemment qu'il a raison de calmer les ardeurs. C'est une façon aussi de se mettre moins de pression. Et puis voilà, il suffit de regarder les équipes qu'il y a à côté. À un moment donné, on s'est retrouvé 4 ou 5e au classement FIFA, mais bon, voilà, c'est des calculs qu'on peut aussi remettre en cause. Mais si on compare vraiment poste par poste et ligne par ligne avec des équipes comme l'Espagne, pour reprendre cette équipe-là, l'Allemagne ou bien d'autres encore, on est loin d'être les meilleurs. Donc évidemment, ce n'est pas impossible dans le foot d'envisager le meilleur, mais champion du monde, je pense pas que ce sera pour tout de suite, personnellement. Il faut pas oublier que champion du monde, ça se fait pas par hasard. Quand on regarde à la fin, il n'y a pas 5 millions de pays qui ont gagné la Coupe du Monde. Donc, je pense pas que... Enfin oui, c'est très lucide de la part d'Eden. Oui, si on arrive en 8e de finale, on pourra déjà parler d'une bonne Coupe du Monde. Et vu ce qui nous attend en 8e, si on arrive en quart, on pourra déjà parler d'une grande réussite. Et c'est vrai qu'à partir de là, sur un match, tout peut toujours arriver, comme on dit. Mais je ne vois pas à la régulière battre les Allemands, les Espagnols ou les Brésiliens, quoi. Le fait qu'ils doivent faire une déclaration comme ça, c'est pas un peu révélateur des intentions belges? C'est un peu révélateur de la fausse modestie du Belge qui se rigole toujours, soi-disant, en se prétendant plus petit que ses voisins français et néerlandais, mais qui, dès qu'il a une raison de se pousser du col, pousse bien presque plus fort du col qu'un Français ou un Hollandais. Donc, oui, je crois que c'est quand même pas mal révélateur. Faut aussi avouer on pourrait avoir ce genre de déclaration dans n'importe quel pays. Je veux dire, un Français pourrait très bien dire on sera pas champion du monde, comme un autre dit on pourrait la gagner. La semaine prochaine, on aura peut-être un autre diable qui dira exactement le contraire de ce que Hazard a dit et dira peut-être on a l'équipe pour gagner la Coupe du Monde. Donc voilà, ce sont des petites phrases qui sont parfois sorties de leur contexte ou pas forcément. Qui sont peut-être l'état d'esprit du moment, et peut-être que dans 2 mois Hazard dira on est capable de la gagner cette Coupe du Monde. Donc voilà, bon, maintenant c'est une petite phrase qui ne veut pas forcément dire grand chose à mon sens. Okay. Il se rend peut-être compte qu'au final voilà, on était très bon, mais que si on fait un quart ou une demi, ce sera un super résultat. Et que voilà, de toute façon, une Coupe du Monde, c'est tellement de paramètres qu'il faut prendre en compte que c'est impossible de dire qu'on sera champion du monde ou pas. Tout à fait. On continue avec Courtois et Costa, le dilemme des Blues. Qui veut en parler de ça? En fait, c'est tout simplement le dilemme des Blues. C'est d'autant plus un dilemme puisqu'on parle de l'intérêt de Chelsea pour Costa, qui a fait ses preuves en ce début de championnat, qui a royalement remplacé Falcao à l'Atlético. Le dilemme serait que si Chelsea venait à recruter Costa, ça pourrait signifier que Courtois resterait sur le long terme à l'Atlético. C'est d'autant plus un dilemme que les deux joueurs jouent à un poste totalement différent et que peut-être un jeune gardien à Chelsea serait pas un luxe non plus, même si Petr Cech est toujours bien présent entre les perches. Mais voilà, ce sont des bruits qui courent. Le fait que Courtois puisse rester à l'Atlético ou alors au contraire retourner à Chelsea dès l'an prochain, peut-être en poste de numéro 1, où il y aurait peut-être un contrat jusqu'en 2019 qui l'attendrait. Dans tous les cas, ce serait quand même une bonne nouvelle pour Courtois, puisqu'il fait quand même de très très belles choses avec l'Atlético, qui n'est pas un club du sub-top pour moi, européen. Ça devient vraiment un club du top, donc... Il faut rappeler aussi que normalement Ter Stegen serait le nouveau gardien du Barça, ce qui veut dire
que ça fermerait la porte à Courtois. Donc on parlait de Ça fermerait la porte à Courtois, oui, mais comme j'ai lu ça ce matin aussi, le père de Thibaut Courtois a parlé du fait que le Barça n'avait jamais été une option pour lui. Maintenant, est-ce que c'est une manière de dire ça n'avait pas été une option vu que maintenant il sait que la piste est abandonnée? C'est possible aussi, mais voilà, peut-être que Courtois n'avait peut-être jamais eu cette intention-là. Il en a certainement entendu parler et le Barça, ça fait toujours rêver. Maintenant, est-ce que vraiment il y avait une possibilité pour qu'il y aille? On ne le saura peut-être jamais. Hein. Ouais, sûrement. On va enchaîner avec le petit frère Hazard. On a déjà parlé pas mal d'Eden depuis le début, mais là, on parle donc de Thorgan. On l'annonce à Anderlecht, mais finalement, est-ce qu'il va vraiment partir? Quasiment fait. Ce serait quasiment fait. Ouais, donc, moi, j'avoue que ça me surprend. Je pensais qu'il resterait à Zulte Waregem, même ces derniers jours avec les rumeurs qui montaient. Je pense malgré tout que ça reste un bon choix pour lui parce que on a beau dire, même si Zulte Waregem a joué le titre la saison dernière et est toujours dans la course cette année-ci, jouer à Zulte Waregem et jouer à Anderlecht, c'est pas du tout la même chose au niveau exposition, au niveau pression du public, au niveau exigence. Donc ça va lui faire franchir un palier, même si on a lu qu'un agent de Chelsea, un recruteur de Chelsea, disait que c'était un peu aberrant de partir dans une équipe qui joue moins bien que son équipe actuelle, ce qui est sans doute vrai. Mais ouais, c'est pas la même chose de jouer à Anderlecht. Et donc je pense que c'est une bonne chose pour Thorgan et c'est évidemment une très bonne chose pour Anderlecht parce que il leur manque un mec qui fait cette petite différence dans l'entrejeu. Et sur le plan offensif, dans les 30 derniers mètres, c'est souvent très stéréotypé et ça ferait certainement pas de mal d'avoir Thorgan. Ok. Et... N'empêche, ce serait un sale coup de la part d'Anderlecht. Enfin, je ne sais pas qui se serait misé dans le transfert, mais de venir choper comme ça un joueur sous forme de prêt, je ne sais pas si ça a déjà été fait dans le championnat belge. Oui, ça m'a l'air assez inédit en tout cas. C'est vrai que c'est un peu étrange comme pratique. Plutôt, c'est un peu limite. Pourquoi ne pas avoir signé en début de saison et revenir à la charge maintenant? Le problème qu'il y avait eu en début de saison, visiblement, c'était les exigences de l'agent de Thorgan, donc John Bicco, qui demandait notamment, on a connu ce fameux fiasco à Zulte Waregem où Thorgan devait avoir le brassard, shotter les coups francs, les pénaltys, les corners, c'est limite s'il ne devait pas faire les remises en jeu, les coups de pied de but, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que Van Holsbeek avait quand même dit en début de saison qu'il ne voulait pas un joueur sous forme de prêt s'il n'y avait pas une option d'achat. Oui, c'est vrai que c'est... Mais je pense qu'Anderlecht... De nouveau, Anderlecht aurait changé son fusil d'épaule en cours de saison. Je crois qu'Anderlecht ne pensait pas être si bien engagé pour être champion à ce moment-ci de la saison, vu tout le bouleversement qu'il y a eu dans l'équipe. Parce que mine de rien, ils jouent comme des tanches, mais ils sont qu'à 4 points du standard. Ça, c'est bien vrai. Et soit 2 points quand on aura divisé. Et je crois qu'Anderlecht, on veut quand même être champion. Enfin, même si c'est une année de transition, s'ils peuvent avoir le titre, ils vont pas cracher dessus. Surtout qu'il y a 15 millions. Je pense que maintenant, ils vont essayer de se renforcer pour les jours et les semaines à venir. Et je crois que c'est dans cette idée-là qu'ils iraient chercher Thorgan. Moi, je dois avouer que si ça se fait, je trouverais ça un peu petit de la part des Mauves, mais bon, voilà. Mais bon, c'est peut-être le rouge qui parle aussi. Ouais, ceci ne nous regarde pas. Ça, je dirais la même chose. Parce que je sinon, tu vas y aller à Anderlecht, Pierre? S'il paye, mais voilà, s'il paye, moi, il n'y a pas de problème, il peut y aller. Mais bon, il va pas partir pour 3 millions. Hein. Il vaut bien plus que les 5 millions que Mitrovic. Et donc, d'autres rumeurs concernant le mercato avant de clore cette partie? Puisqu'on parlait de Thorgan Hazard, on va rester à l'SEV. Simplement pour parler des grosses rumeurs de Belges qui pourraient arriver, d'autres qui partent. On a parlé tout à l'heure de Malanda qui retournait à Wolfsburg. On parle aussi du départ possible d'Abibou. Ok, il est pas belge, mais ça pourrait vouloir dire l'arrivée de Paulet, qui fait une très bonne saison à Charleroi, qui est belge, et qui est d'ailleurs le deuxième meilleur buteur belge de la Jupiler Pro League. Faut quand même le souligner. Et puis aussi plus drôle, si on peut dire, puisqu'on n'entendait plus du tout parler de lui, c'est Faris Haroun qui pourrait revenir en D1 à Zulte, donc peut-être en cas de départ de Thorgan Hazard, pas sûr qu'ils y gagnent au change, mais bon, qui sait, Haroun a montré par le passé ses talents, depuis on les a plus trop vus, donc pourquoi pas. Ok, alors on zappe un peu maintenant la partie mercato et on n'est pas encore fini les news, parce qu'on veut parler d'un joueur qui est en pleine bourre en ce moment. Donc c'est Stein Eisegem qui a marqué pas mal de buts depuis quelques temps. Qui veut en parler? Oui, en fait, sur les 3 derniers matchs, il a mis 4 buts.
Son équipe était dernière du championnat australien. Excusez du peu, quand même, l'Australie, c'est quand même Ça claque quand le même. championnat d'Alessandro Del Piero. Hein. C'est quand même pas n'importe quoi. Non, mais bon, plus sérieusement, The Games qui a 6 buts est le deuxième meilleur joueur du championnat. Mais surtout, il vient d'offrir 3 victoires d'affilée à son équipe qui n'avait pas gagné jusqu'au 22 décembre. Et là, 2 victoires 1-0 et une victoire 1-3 avec 4 buts de Stein The Games, donc 2 fois un but et un doublé. Donc un 9 sur 9 rien que de lui, hein, on peut le dire. Donc voilà, c'est assez sympa de voir les Belges briller même dans des championnats qu'on ne connaît pas. Hein. Pour ceux qui connaissent Melbourne ou Sydney, voilà. Son club est en quelle position maintenant alors? Ils sont antépénultième, donc 3e en partant de la fin. Ok, pas mal. Et pour terminer définitivement cette partie, on veut parler de Januzaj, qui a été élu, enfin pas encore élu, mais qui a eu une nouvelle stat assez frappante, assez marrante. Il est 2e meilleur plongeur de la Première Ligue en seulement 14 matchs, messieurs. Oui, donc il a joué 14 petits matchs de Première Ligue. Et donc, depuis 2008 et l'existence de la jaune pour simulation, le roi des simulateurs en Angleterre, c'était Gareth Bale, avec 7 cartes jaunes en plus de 200 matchs. Et ensuite, c'est Adnan Januzaj qui a 3 cartes jaunes pour simulation déjà. Et on sait, ça, en Angleterre, c'est les dirty divers. Donc, c'est vraiment les sales plongeurs. C'est très mal vu côté anglais, les joueurs qui plongent comme ça. Et or, souvent, quand on regarde les matchs, enfin moi je suis assez souvent les matchs d'Adnan, et quand on le voit, c'est parfois plus pour se protéger qu'autre chose, parce que vu les bons bûcherons qu'il y a dans les défenses de Première Ligue, dans les équipes genre Stoke City ou Hull, ou les équipes du style, il vaut parfois mieux sauter un peu pour éviter la jambe plutôt que voir son tibia partir de l'autre bout du terrain. Donc c'est pas de sa faute, tu dis? Quand on voit la qualité du joueur encore ce week-end contre Tottenham, tu dis à 18 ans, d'accord, il a encore du travail, notamment niveau mental et niveau peut-être plongeon et tout ça, mais waouh, quel joueur. Ouais, je pense même pas qu'ici c'est du travail. Je crois que le joueur se protège, surtout il a un peu peur. C'est vrai qu'il a un physique encore assez frêle, et s'il prend un tacle en pleine vitesse, je crois que ayant des jambes comme ça, à sa place, moi aussi je plongerais, quoi. Quand on voit parfois comme viennent les défenseurs, il faut pas qu'ils se mettent en danger non plus pour. Donc c'est un mal pour un bien, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est pas une stat. Il y a que les Anglais pour s'émouvoir de ça. Hein. Oui, c'est pas très important. Hein. Bon, on a fini donc cette partie news. On va donc enchaîner avec une rétrospective de l'année 2013. On espère la plus exhaustive possible, mais bon, on a quand même dû faire un choix. Jingle. Le coup de sifflet libérateur. La Belgique est au Brésil. Le champagne peut sauter partout. Et tant pis, si c'est de la cachaça ou de la caipirinha, c'est fait, c'est officiel, mesdames et messieurs. Et vous avez donc reconnu, c'était bien Rodrigo Benkens quand on a été qualifié, hein, voilà, on s'en rappelle tous, avec son petit conseil alcool à la fin. Oui, c'est toujours sympa, hein, si on sait pas quoi commander l'été prochain quand on ira voir les matchs des Diables en terrasse. Donc en fait, ce jingle symbolise un peu l'année des Belges, hein. On peut, si on doit la résumer, c'est la qualification, c'est après 10 ans, si je ne me trompe pas. Oui, 12 ans même. 12 ans sans Coupe du Monde, on y retourne, donc voilà. Et donc cette rétrospective, on va démarrer, c'était déjà en mars, donc on est un peu rapide, hein, mais c'est pour nous le lancement de Bidiable, le 11 mars. Qui reste indéniablement le moment diable. C'est le moment diable. Même en premier lieu, juste avant la qualification contre les Croates, je pense que la sortie du premier numéro de Bidiable était quand même... c'est quand même la chose à noter quand on parle des Diables Rouges. Ah ouais, qui veut en parler de ça, de ce premier Diable? Bah, comme c'est Cédric qui avait fait l'interview, on va le laisser parler. C'est surtout le Diable, ma foi, c'est pas extraordinaire, mais vraiment le premier truc de Bidiable, c'était l'interview de Pachovski avant les matchs contre la Macédoine. Et moi j'avais accompagné, Pierre était là aussi, mais on va laisser parler Cédric, comme c'est lui qui avait fait l'interview, et nous raconter comment ça s'était passé avec le gardien de Malines. Oui, donc voilà, Pachovski, on l'avait rencontré avant de sortir notre premier numéro, donc qui était un Diable. On n'avait donc pas de site encore visible sur la toile, et quand on est arrivé à Malines pour rencontrer Pachovski, il a demandé à voir le site, hein, par curiosité, et on lui a dit mais le site n'existe pas.
Et là, on s'est dit peut-être qu'il va dire ouais, mais alors je vous accorde pas d'interview, mais non, pas du tout. En fait, on s'est installé, on a commencé à discuter pour préfacer la double confrontation face aux Macédoniens, et finalement ça s'est très bien passé. On a même fait une photo de lui sur la pelouse de Malines. Il était en slash et il faisait très froid, donc vraiment un chouette gars. Et voilà, c'est la petite anecdote du début de Bidiable. Donc c'était en mars ou c'était peut-être en février. Ouais, c'était fin février. C'était fin février qu'on l'avait rencontré, donc voilà. Le début de la grande C'était aventure. la première interview de Bidiable. Bah, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'on avait été avant tous les médias et ça avait fait un bon petit buzz, hein, vu que la RTBF avait repris une partie de l'interview. On enchaîne directement, parce que bon, Vidiable c'est bien, mais le contenant c'est bien, mais le contenu c'est un peu mieux. On Hein. peut parler des joueurs aussi. Ouais. On va parler des joueurs. On va parler. Je pense que c'est chronologique. Hein. Bon, on va revenir sur l'affaire Bakali parce que ça a pris pas mal de temps. Hein. Cette histoire, c'est revenu pendant pas mal de mois de l'année. Donc Bakali, bah, c'est surtout la binationalité. Hein. Donc, est-ce que Bakali devait jouer pour le Maroc ou pour la Belgique, messieurs, un avis? Bah, moi, ce qui était un peu dérangeant, c'est que la première fois qu'il a été repris, il avait joué exactement 3 matchs avec le PSV. Donc il avait été très bon contre Zulte Waregem, c'est vrai. Il faut pas oublier qu'à Zulte Waregem, à ce moment-là, il y avait une crise incroyable justement avec l'affaire du brassard de Torgan Hazard. Mais bon, Bakali avait cassé les reins de Brian Verboom pendant toute une mi-temps. On est d'accord. Est-ce que ça valait une sélection en équipe nationale alors que d'un autre côté, on avait Massimo Bruno qui était étincelant avec Anderlecht en début de saison. On avait Ferreira Carrasco qui était titulaire à Monaco malgré la concurrence. Ou on avait encore même Christian Bruls qui faisait des très bons matchs à Nice. Si on est dans cette logique-là, la Ligue 1 vaut mieux que l'Eredivisie. Donc, mais voilà, on a repris Bakali parce qu'il était jeune et surtout parce qu'il était belgo-marocain. Et ça, Marc Wilmots ne l'a pas reconnu explicitement. Et je pense que c'est une erreur qu'il a faite parce que maintenant, Bakali est belge puisqu'il a joué 2 minutes contre le Pays de Galles et il est plus repris parce qu'il joue plus avec le PSV. Donc, mais c'est un peu le phénomène YouTube, non? Oui, c'est ça. Non, je sais pas, franchement, moi je trouve ça un peu. C'est hypocrite, quoi. Surtout de la part de Marc Wilmots qui vante toujours ses sélections au mérite, qui dit oui, non, je sélectionne pas par hasard, je fais pas de faveur, je fais des cadeaux à personne. Pour ça, moi, c'est un peu un cadeau qui fait pas spécialement à Bakali, mais à la Belgique, quoi. Enfin, je veux dire, si Bakali n'avait pas été belgo-marocain, il n'aurait pas été repris. Et ça, moi, ça me dérange. Voilà, mais en même temps, je suis totalement d'accord sur ce fait-là, et je pense que personne ne se voile la face, personne ne se dit il l'a fait vraiment au mérite. On se doute bien que c'est pour ça, mais bon, il a pour moi eu raison de le faire parce qu'un autre entraîneur l'aurait certainement fait. Enfin, le sélectionneur marocain l'aurait fait, comme d'autres l'auraient fait aussi. Oui, on sera peut-être très content qu'il l'ait fait d'ici 3-4 ans quand Bakali, s'il explose et s'il répond aux attentes qui sont placées en lui, on sera très content de l'avoir, c'est sûr et certain. Mais je trouve que la manière était pas très classe, quoi. Enfin, c'était pas le moment venu, quoi. Ça a pas été très bien géré. Je pense que c'est quand même un top joueur à en devenir, effectivement, à 17 ans. Voilà, il a fait quelques matchs et Wilmots voulait le prendre, mais voilà, le gars, c'est un futur pour moi top 10 mondial. C'est vraiment du calibre de Hazard, de Musonda Junior. Bon, après, il faut qu'il perce comme Hazard, cela, mais bon, Hazard, à son âge aussi, il faisait que des bouts de match. Lui, il ne joue plus pour le moment, donc ce serait bien qu'il refoule un peu la pelouse, mais a priori, c'est quand même un potentiel énorme. Mais d'ailleurs, Pierre, tu avais le scoop avant l'heure, si oui, je c'est ça, on peut se la péter. Le choix de Bakali. C'est ça, nous, on a Bidiable avait annoncé 2 mois avant tout le monde, sauf que voilà, ça n'a pas été spécialement repris par les médias, et puis 2 mois après, c'était, je ne sais plus qui avait tweeté en exclusivité Bakali belge, alors que nous l'avions dit 2 mois avant, mais bon, voilà. On a eu pas mal de transferts pendant l'été, des transferts qui ont marché, d'autres qui se sont plantés. En transferts qui ont marché, on peut dire Mertens par exemple. Oui, même si ses débuts ont été un peu difficiles. Au Napoli, il jouait pas beaucoup, mais maintenant il a profité de la blessure d'Hamsik pour se faire une place dans le 11 de base, parce qu'au début il était en concurrence avec Insigne, mais depuis que Hamsik est blessé, il joue avec Insigne et Callejon derrière Higuaín. Et ça se passe tellement bien que je lisais encore la Gazette avant-hier où il préfaçait un peu les équipes du deuxième tour
en mettant des petits dispositifs avec les éventuels transferts. Et Mertens était considéré comme un titulaire. Donc ça dit bien ce que ça veut dire. Enfin, c'est un indice assez révélateur du fait que son adaptation a été un peu longue, mais elle est réussie maintenant. D'autres personnes, non? Mertens, ça vous parle? Mertens, évidemment, c'est. Moi, je suis vraiment. Enfin, c'est un de mes joueurs préférés de l'équipe nationale pour son jeu, mais aussi pour son attitude en dehors, pour plein de choses. Mais évidemment, j'ai été déçu de la façon dont on l'avait rapidement enterré, justement. Guillaume parle de son adaptation un peu difficile au début. Mais on avait beaucoup de personnes avaient dit il n'arrivera pas en partant d'Eindhoven, il jouera pas à Napoli et peut-être que c'est suite à un concours de circonstances, mais au final il a réussi à prendre sa chance, ce que n'ont pas réussi à faire d'autres cette saison dans d'autres clubs. Donc moi je trouve que finalement ça son début de saison est plus que positif et j'espère que ça va continuer comme ça pour lui, parce que si d'autres continuent à ne pas jouer, ça pourrait être une vraie solution pour le Brésil. Tu as parlé de joueurs qui se sont plantés. On peut revenir directement dessus. Hein. Il y a, on en a déjà parlé, Kevin De Bruyne. Je ne sais pas si on va encore en reparler. Mais il y a aussi Fellaini. Il y a aussi Alderweireld et Chadli non plus aussi. Hein. Oui, mais je pense que c'est des situations assez différentes. Chadli, on a appris après le licenciement de Villas-Boas que Villas-Boas ne voulait pas de lui à la base, ni de Christian Eriksen. Donc je pense que Chadli a peut-être toujours une chance de s'imposer à Tottenham. C'est pas perdu pour lui, à mon avis. Il faut voir maintenant comment ça va se passer dans les semaines qui suivent. Tottenham a l'air de reprendre un peu sa marche en avant. Mais je pense que lors du Boxing Day, il a eu une ou deux titularisations, je pense. Hein. Il a été titulaire une ou deux fois, je crois. Oui, je crois pas que ce soit perdu pour lui. Même chose pour Alderweireld, surtout que il n'est pas titulaire, c'est sûr et certain, mais disons qu'Alderweireld sur beaucoup de tableaux, hein. Donc il va prendre du temps de jeu. Il a rarement été décevant quand il a joué. C'est ça. En fait, Alderweireld ne joue presque pas. Il a eu 5 matchs ou 4 matchs, quelque chose comme ça, mais il a toujours été clean. À peu de choses près, sauf une bourde il y a quelques temps avec Thibaut Courtois, ils sont un peu Son problème, c'est que Godin Miranda, c'est la meilleure défense centrale d'Europe quasiment. Hein. C'est très 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 fort. Hein. Ouais, c'est assez abusé. C'est pas évident de se faire une place là-dedans. Mais je crois que Simeone est content de ce qu'il fait à chaque fois qu'il joue. En tout cas, il a, à part son petit autobut avec Courtois là, il a toujours répondu aux attentes, quoi. Pour moi, le plus inquiétant, c'est Fellaini parce que c'est l'erreur de casting totale de Manchester, quoi. C'est le petit caprice de Moyes? Oui, enfin, je comprends même pas. Je comprends pas la manière dont il l'utilise dans son 4-4-2. Je comprends pas pourquoi il continue à jouer en 4-4-2 alors qu'il a les joueurs. Il a des mecs comme Kagawa qui pourraient jouer dans un autre système. Un mec comme Fellaini qui n'est pas adapté à ce système-là. Non, juste il joue en 4-4-2 parce qu'il veut faire jouer Rooney et Van Persie ensemble. Bon, Manchester est pas très loin, mais avec leur défaite contre Tottenham, ils peuvent déjà oublier le titre, quoi. Et franchement, aller mettre 30 millions sur Fellaini, alors qu'en mettant 10 de plus, ils avaient Özil ou Fabregas qui auraient correspondu beaucoup mieux à ce que Manchester cherche. Enfin, je veux dire, maintenant, ils sont sur Yohan Cabaye pour le Mercato. Ça, c'est un joueur qui leur servirait parce que c'est un mec qui à la fois est bon à la récupération parce qu'il a un bon placement, mais qui crée aussi le jeu, quoi. Fellaini, quand il faut faire une passe de plus de 20 mètres, il faut pas lui demander, quoi. Donc, ça s'est encore vu contre Tottenham, hein, ce week-end. On passait par les flancs, on restait au milieu de terrain, c'était Cleverley et je ne sais plus qui jouait avec lui. Enfin, c'était affreux, quoi. Je comprends pas qu'un Kagawa ne joue pas plus peut-être dans le rond central au milieu de terrain, quoi. C'est même Rooney qui est obligé de jouer en numéro 6 parce qu'ils ont vraiment pas un créateur, quoi. Et je pense que les fans de Manchester aussi ont vraiment eu du mal à accepter qu'on mette 30 millions pour Fellaini et que on laisse partir Özil facilement pour 50 millions. Au niveau transfert, franchement, au niveau dépenses, c'est le flop européen de l'année, hein. Parce que personne n'a mis 30 millions sur un joueur qui n'en touche pas une et qui joue pas, quoi. Le problème, c'est qu'il est blessé aussi, mais, on dit toujours que pour s'imposer à Manchester, il faut vraiment prendre le temps. Bon, il y a Van Persie qui l'a fait tout de suite, mais bon, Van Persie. Il y a d'autres flops, hein. Il y a De Bruyne, par exemple.
Oui, mais moins De cher, Bruyne, c'était un retour de prêt, donc c'était un peu certain qu'il allait pas s'imposer à Chelsea. Enfin, il fallait être complètement aveuglé par ses matchs avec les Diables pour croire que De Bruyne était plus fort que Schürrle ou que Willian, ça se discute, mais il y a On avait Schürrle, il y a peut-être été Mata. séduit aussi par sa préparation, mais bon, c'est évidemment quelque chose Il de jouait différent. contre des équipes des Thaïlandais, Des quoi. Enfin, équipes je veux dire. malaisiennes. On s'est un et peu tout ça, trop enflammé. et on a pensé qu'il avait fait ce qu'il fallait pour convaincre Mourinho, et en fait, non. Mourinho, lui, parlait des entraînements que nous ne pouvions pas voir. Maintenant, c'est vrai que on a certainement été aveuglé par la très bonne campagne de Bruyne, mais quand on voit à côté que même des joueurs comme Schürrle ou Willian sont souvent sur le banc pour commencer, ben voilà, on peut comprendre à la limite que De Bruyne soit en tribune, et évidemment ne souhaiter qu'un départ, parce que Il y a évidemment un autre cette joueur. saison il n'aura pas beaucoup de temps de jeu s'il reste là, quoi. Et un autre joueur finalement qui a bien fait de partir de Chelsea, c'est Lukaku, qui est en train de bien jouer à Everton et de faire plutôt plaisir à son public. Ouais, bah Romelu, c'est un peu, enfin, c'est ce que j'avais écrit dans l'article que j'ai fait sur lui en analysant ses buts. L'excellent Lukaku. article, hein, vous pouvez retourner revoir sur Bidiable. Lukaku, il n'était pas prêt pour Chelsea parce qu'à Chelsea, le 9, il doit pas seulement marquer des buts, il doit jouer en faux 9, parce que maintenant, presque toutes les équipes du top qui jouent en 4-3-3 jouent avec un faux 9. Donc il doit décrocher, il doit se retourner et lancer ses ailiers. Romelu, il fait pas ça. Romelu, il dévie en un temps à l'instinct et puis il court vers le but et il prolonge le ballon au fond. Et il le fait très bien, mais c'est pas un jeu d'attaquant d'une équipe du top. Voilà, tout simplement. Et peut-être que ça pourra s'étoffer, mais Et est-ce voilà, que c'est l'attaquant pour le dont moment, il est pas encore. la Belgique a besoin alors? Si on joue en fonction de ses qualités, oui. Enfin, ça dépend des matchs qu'on jouera. Si on joue dans un match où on ne doit pas assumer le fait d'être favori et de faire le jeu et d'avoir un 9 qui est plus un remiseur qu'un buteur, oui, Lukaku sera l'attaquant dont on a besoin. Mais dans les matchs de poule au mondial, Lukaku ne nous servira à peu près à rien, à mon avis. Peut-être contre la Russie, où la Russie pourrait assumer le jeu, mais l'Algérie et la Corée, ils vont nous attendre et ce sera la même chose que contre le Japon, où Lukaku a été à peu près inutile, à part sur la sortie de Kawashima qu'il a sponsorisé pour qu'il fasse un assist, là, mais sinon, Lukaku servira à peu près à rien, à mon avis, malheureusement, parce que c'est notre meilleur attaquant pour le moment. Alors qui pour les poules, est-ce que Benteke serait le meilleur choix, ou tu envoies un autre, toi par exemple? Ben, le problème de Benteke actuellement, c'est qu'il ne marque pas, mais je veux dire, pendant les qualifs, il a marqué 3 buts, des buts importants, mais il a marqué que 3 fois, je crois. Donc c'est pas énorme non plus. Je pense que un Benteke qui est bien dans son jeu, et pour ça il aura besoin de remarquer, mais je m'inquiète pas pour lui, il remarquera des buts d'ici la fin de saison. Oui, il sera titulaire de toute façon. Il combine mieux, hein, de toute façon, Benteke Ouais. avec les Diables, hein. Même si Lukaku va devenir un top joueur, en ce moment, Benteke convient mieux au système de Wilmot. C'est voilà, point final. Eh bien, on quitte un peu le top belge et on va venir sur l'affaire Gilet. Donc le 16 juillet 2013, il s'est fait condamner pour les matchs truqués en Italie à 3 ans et 7 mois de suspension. Dont on a d'ailleurs fait un mytho d'Oli, si vous voulez le revoir, on le mettra en bas de l'article. C'était un peu une actualité, quoi. Qu'est-ce que vous en pensiez, vous, de ça? Bah, c'était Gilet, c'était, on va dire que c'était le Simons des gardiens de but, quoi. Il est là plus pour son expérience et pour l'apport qu'il a dans le groupe au niveau de l'ambiance et tout ça. Wilmot avait même dit après l'affaire qu'il ne faisait pas une croix sur lui, en espérant que l'affaire soit revue et Là, tout ça. Donc ça c'est un peu avait rappelé, là. fait beaucoup parler à l'époque. Maintenant, on parle plus du tout de Jean-François Gilet, donc voilà, c'est un peu dommage, mais voilà, maintenant. Personne n'a pleuré la suspension de Gilet parce qu'il était 3e gardien et qu'on en a deux énormes pour le suppléer, même pas pour le suppléer, ils étaient tout simplement devant lui. Bon, on en aurait sans doute plus parlé si on n'avait rien eu d'autre. Donc là, c'est moins pour le talent du gardien que pour l'ambiance qui l'amenait dans le groupe. Attention quand même qu'en Italie, Gilet était considéré vraiment comme une valeur sûre dans les gardiens du calcio. Donc
c'est pas n'importe qui. C'est vrai que juste avant l'affaire, on parlait d'un gros transfert. C'est pas dans un club du top italien, Oui, à il Milan. a été cité plusieurs fois dans les tout bons clubs italiens, donc c'est vraiment pas un mauvais gardien. Et espérons qu'on n'ait pas à regretter cette suspension si Courtois et Mignolet venaient à se blesser. Enfin, ce serait un fameux concours de circonstances, mais ça pourrait arriver. Et moi, quand je vois Koen Casteels jouer à Hoffenheim, Ne plus jouer même, oui, puisqu'il est maintenant relégué sur le banc depuis quelques matchs. Donc, ouais, là, je crois qu'on regretterait quand même Jean-François Gillet, même si au moins Silvio pourrait une fois avoir sa chance, mais voilà, ce serait. Espérons qu'il n'arrive rien à Courtois et Mignolet d'ici là. Et c'est vraiment dommage pour Jean-François Gillet, qui a l'air d'être un gars super sympa. En plus, on ne connaîtra jamais vraiment la vérité, je crois, sur cette affaire de Paris Truqué. Ah là, Puisque la de son version plein gré, Gillet, c'est c'est ça qu'il n'a rien fait. La version des tribunaux, c'est qu'il a fait. Et donc voilà, on ne saura sans doute jamais, mais c'est en tout cas dommage pour lui parce que ça signifie sans doute sa fin de carrière et il aurait mérité un meilleur départ. Très bien. Alors on a décidé de reprendre la phrase de Marc Wilmots durant toute cette année, puisque il a eu quelques petites déclarations. Et on est revenu sur un chat qu'il avait fait sur Twitter, où un utilisateur qui s'appelle Chewy lui avait demandé pourquoi s'obstiner à jouer avec un seul attaquant en pointe. Avec ce système, on manque cruellement d'efficacité. Ce à quoi Marc Wilmots lui a répondu, et alors attention, florilège, selon moi, nous jouons parfois avec 5 attaquants. Tout dépend de mon animation offensive. Alors, vous pensez que la Belgique, c'est l'équipe la plus offensive de toutes les nations ? Bah écoutez, moi j'ai vu tous les matchs et je me demande à quel moment on a joué avec 5 attaquants. Parce que franchement, on a rarement, on a une belle présence devant, mais je veux dire, on joue avec nos 3 milieux de terrain. C'est pas du tout des milieux offensifs, quoi. On joue avec 3 milieux défensifs dans notre système. Donc, et c'est pas un problème, hein, parce que nos infiltreurs, ils s'infiltrent pas beaucoup. Donc, le danger, il vient surtout des flancs et de notre centre avant. Et je sais pas. Si selon lui, on joue parfois avec 5 attaquants, grand bien lui fasse, hein, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça personnellement. Est-ce qu'on a vraiment besoin de 5 attaquants aussi ? Bah non, absolument pas. Mais, moi, je suis pour l'idée de jouer avec 2 attaquants parce que je pense que ça nous rendrait moins prévisibles. Et c'est très rare maintenant pour une nation. Il y a presque aucune équipe qui joue à 2 attaquants. Ouais, mais il y a beaucoup d'équipes en club. Quand on regarde les championnats européens, la Juve est en tête en Italie, elle joue avec 2 attaquants. En Angleterre, Manchester City va sans doute être champion parce que Arsenal résiste, mais je les vois mal tenir dans les grands matchs. Manchester City joue avec 2 attaquants. L'Atlético est en tête en Espagne, il joue avec 2 attaquants. Donc, ouais, c'est un peu. Mais quels seraient les 2 attaquants de la Belgique ? On imagine mal la paire Benteke-Lukaku bien fonctionner. Ils sont pas vraiment complémentaires à ce niveau-là. Est-ce qu'on verrait plus alors Miralas en soutien moi, je mettrais Miralas pour ma part. de Benteke, ouais, peut-être. Mais voilà, le problème c'est que ça n'a jamais vraiment été essayé et on a vraiment le temps d'essayer maintenant. Pas 15 à faire. Et ça veut dire qu'il faudrait soit retirer un milieu de terrain, soit passer en 3-5-2. Quoi. On peut passer en. La France a gagné la Coupe du Monde en 4-3-1-2. Moi, je pense que c'est le système qui nous conviendrait le mieux, qui parviendrait à sublimer Eden Hazard en numéro 10, avec 3 milieux récupérateurs derrière lui. Et on peut par exemple imaginer mettre De Bruyne dans cette position parce qu'il serait parfaitement capable de le faire. Mettre Witsel de toute façon en 6. Et on peut mettre Dembélé, on peut mettre Nainggolan. On peut mettre Defour. Je pense qu'on a beaucoup d'options dans ce système-là, mais le problème est que ça demande beaucoup plus de finesse au point de vue de la mise en place tactique, et je ne suis pas sûr personnellement que Marc Wilmots soit capable d'autant de finesse pour préparer son équipe tactiquement, et que son 4-3-3 est confortable parce qu'il fonctionne bien. Mine de rien, on a quand même gagné la plupart de nos matchs dans ce système-là, donc il a raison de dire je ne change pas une équipe qui fonctionne. Fonctionne bien, mais bon, avec les amicaux, c'était pas non plus exceptionnel, quoi. Alors, on va y revenir. Alors attention, parce qu'après, donc, d'après tout ça, ça y est, on y est. Eh oui, direction Brésil, on y va, c'est bon, ça y est, c'est voté. Seulement voilà, après avoir été qualifié, le retour sur Terre arrive. Après 2 amicaux, contre le Japon et la Colombie, on remarque que finalement la Belgique, c'est pas la meilleure équipe du monde, quoi. Ouais, ça a été un dur retour sur Terre pour la plupart des gens. Ils se sont rendus compte que, la Colombie,
On a fait une très très bonne première mi-temps, on a fait jeu égal la plupart du match, on prend 2 goals, on n'avait pas notre défense type à ce moment-là. Donc c'était pas vu comme une défaite dramatique à la limite. C'est surtout la défaite contre le Japon qui a fait mal. Et moi, Parce qu'elle était inattendue ou alors parce que pour autre chose? Parce que le Japon, ils étaient 40e mondiaux, on se disait, ouais, ils savent faire circuler le ballon, mais on a battu les Croates, on a battu les Serbes, les Japonais, on va les tuer, quoi. Et puis on mène 1-0 assez facilement, et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était pas si facile que ça, quoi. C'était des styles de jeu qui nous convenaient moins bien, et qu'il faudrait sans doute se préparer à ça pour la Coupe du Monde. Donc c'était des matchs amicaux qui étaient vraiment les bienvenus. Pour permettre ce petit retour sur terre qui nous a pas fait spécialement du mal, hein, mais qui est le problème pour moi. Enfin moi, ce qui m'attriste le plus dans le bilan de ces matchs amicaux, c'est que contre le Japon, on a essayé autre chose, mais on l'a essayé maladroitement au niveau tactique, parce qu'on n'a pas mis toutes les cartes en main d'Eden Hazard dans ce système, et donc c'était un peu un cadeau empoisonné de le mettre en 10 là, parce que ça n'a pas spécialement bien fonctionné, parce que c'était mal organisé. Et du coup, tout le monde s'est accordé à dire après, il faut qu'on garde notre 4-3-3 parce que le reste, ça ne marche pas. Mais on se rendra compte à la Coupe du Monde, je pense, que notre 4-3-3, il a des limites. Quand on joue contre une équipe bien organisée, si on affronte le Portugal en 8e, il faudrait vraiment un coup du sort pour qu'on passe parce que notre 4-3-3, il n'est pas surprenant. Et je pense qu'à un moment, il faut un élément de surprise dans une équipe du top, qui serait Eden Hazard en 10, où il aurait beaucoup plus de liberté, où il pourrait beaucoup plus... avoir un impact sur une plus grande partie du terrain que quand il est confiné à son côté gauche où il fait toujours son crochet intérieur. Regardez ses goals avec Chelsea, c'est tous les mêmes goals. Donc est-ce qu'il est surprenant, Eden Hazard? Bon, il y en a ceux qui ont fait toute une carrière comme ça sur l'autre flanc et qui jouent au Bayern Munich maintenant. Oui, mais évidemment, il y a toujours un élément de surprise, mais je pense qu'on serait beaucoup plus fort en mettant plus le jeu entre les mains d'Eden Hazard que maintenant. Mais pour ça, il faut qu'Eden accepte ça. Enfin, il faut qu'il prenne cette dimension. Ce qui n'est pas spécialement gagné. Mais, pour le moment, avec Mourinho, peut-être que. On ne sait pas. Oui, je pense qu'il est en train de prendre une autre dimension et qu'on doit en profiter. On sera jamais... Pour le moment, on est une nation du subtop mondial. Et pour devenir une nation du top mondial, il faut que l'équipe soit au service d'un top joueur. On le voit, la grande Espagne, c'était l'Espagne de Xavi. Où ça a été l'Espagne d'Iniesta par après. C'était plusieurs joueurs, je pense. Ils ont eu énormément de chance d'avoir des top joueurs d'un coup. Oui, mais c'était Xavi qui sublimait ce système en 2008. C'est Iniesta qui l'a sublimé en 2010. En 2012, c'était devenu un peu plus machinal, mais. Mais tu vois, par exemple, l'Espagne, avant ça, le top joueur, c'était toujours Raoul. Ils jouaient pour Raoul, au final, et ils ont compris qu'il fallait l'enlever, quoi. Oui, évidemment, il faut choisir le bon top joueur. On joue pas en fonction, mais regardez, le Portugal, ils n'ont pour moi jamais été aussi forts que depuis qu'ils jouent en fonction vraiment de Ronaldo. Ouais, mais Ronaldo, c'est encore un autre niveau. Oui, c'est encore une autre dimension, évidemment. Mais on peut prendre plusieurs exemples. La France de 98, elle était au service de Zidane. Vraiment. Et en 2000, c'était la même chose. Il avait des terribles joueurs à côté de lui. Mais c'était Zidane, le tributaire du jeu. Et je pense qu'il faut qu'on ait comme ça... L'Italie, elle était organisée en 2012 autour de Pirlo. Je pense qu'on doit organiser comme ça l'équipe autour d'un joueur, un leader technique sur le terrain, et que ça doit être Eden, et que c'est comme ça qu'on arrivera au top niveau. Et vous pensez la même chose, Cédric, Pierre? Moi, je jouerais plus autour de Marwan Fellaini, personnellement. Non, mais bon, je dis ça pour la blague, mais non, c'est clair que Hazard peut apporter énormément en 10, comme il peut apporter énormément sur le flanc. Maintenant, c'est sûr qu'il manque quelque chose à la Belgique pour être vraiment, comme dit Guillaume, une nation du top. Et il y a des solutions à trouver. Celle-là pourrait en être une. Mais évidemment, on peut discuter des heures et des heures sur tous les dispositifs possibles. On mettra jamais tout le monde d'accord, mais c'est clair que le vrai top joueur, le vrai créatif en Belgique, c'est Hazard, et si la différence doit venir de lui à un moment donné, enfin de quelqu'un à un moment donné, ce sera avec le plus de chance possible d'Eden Hazard que ça pourrait venir si on doit être considéré comme une grande nation mondiale. Donc pourquoi pas. Je rejoins plutôt Guillaume sur ce point de vue-là. Moi, je suis beaucoup le championnat italien, et en Italie, ils parlent de fuori classe pour dire les joueurs qui sont au-dessus des autres. Fuori, c'est en dehors de la classe, donc c'est vraiment au-dessus des autres. Et je pense que dans notre secteur offensif, parce que dans le secteur défensif, on a Compagnie, et Courtois, mais dans le secteur offensif, Hazard, c'est notre seul fuori classe. Et donc, on doit
vraiment, ça doit se ressentir dans notre jeu, et je trouve que ça ne se ressent pas assez. Et que ça nous coûte cher dans les grands matchs. Quand on l'a vu contre la Colombie, je pense qu'on va le voir si on affronte une Allemagne ou un Portugal, que notre jeu est trop stéréotypé et Hazard ne parvient pas assez à le sublimer de la position où il est mis. On enchaîne avec donc après ces amicaux, on a enfin su quelle équipe on allait devoir affronter pendant la Coupe du Monde. Donc on va y revenir assez vite parce qu'on en a déjà vu la dernière fois. Donc l'Algérie, la Corée du Sud et la Russie. Est-ce que par exemple il y a des forts classés dans cette équipe-là? Quelles sont nos chances? Si on passe pas en 8e, c'est vraiment la gêne. On quoi. est des brels. On est tous d'accord. L'Algérie, ils sont gentils, la ferveur populaire et tout, mais c'est quand même pas. Enfin, c'était quand même l'équipe la plus abordable de la zone Afrique, certainement. La Corée du Sud, ça va pas être facile à jouer parce que c'est un peu le même style que les Japonais, mais on a un petit cran en dessous peut-être. On a fait l'expérience une fois avec le Japon, maintenant on peut plus se planter, quoi. Et les Russes, comme je l'avais dit dans le premier podcast, pour moi c'est la Belgique en un peu moins développée, donc en un peu moins fort au niveau des qualités individuelles. Donc pour moi on doit sortir à la première place de ce groupe-là. L'avantage peut-être de la Russie par rapport à la Belgique ce serait peut-être plus les automatismes, hein, puisqu'ils ont vraiment des joueurs qui jouent pour la plupart dans le même club, énormément de joueurs du Zénith ou du Lokomotiv Moscou. Tandis qu'en Belgique on est vraiment éparpillé et que la préparation ne sera peut-être pas assez longue pour faire renaître tous les automatismes dans cette équipe. Ce serait peut-être là-dessus que compte jouer Capello pour vaincre nos diables en juin prochain. Mais pour moi des trois, ce sont les Russes qui sont les meilleurs et qui seront les plus dangereux. Mais au niveau du système de jeu, c'est peut-être pas chez eux contre eux que la Belgique rencontrera le plus de problèmes. Ça, évidemment, ça dépendra de la préparation et du dispositif tactique qu'on mettra en place à ce moment-là. Justement, messieurs, on va aller vite. Dans ce groupe, qui sort pour vous, Cédric? Premier, deuxième. Je suis obligé de dire la Belgique en 1. J'espère que tout le monde me suivra là-dessus, mais j'espère surtout que c'est ce qui se passera. Et en 2, je vais dire les Russes. Guillaume? Belgique et Corée du Sud. Et Pierre? Belgique, Russie aussi, moi. Ok, on garde les paris, on garde tout ça sur la bande, tout est enregistré, on verra. On fera les comptes Nico, après. ton pari à toi? Et moi, je dis Belgique-Russie. Parce que je pense que la Russie... Il y a que Guillaume qui s'est un peu mouillé. Ouais, mais tous dans cet ordre, alors. Tous la Belgique en 1? Oui, je pense. Je pense qu'ils ont vraiment les moyens, s'ils peuvent. Et surtout, ils ont intérêt surtout parce que... pour éviter l'Allemagne aussi. C'est exactement. Vu ce qui va sortir après, pour les 8e, ça va faire très très mal. On enchaîne donc avec une autre affaire qui rejoint un peu celle de Bakali dont on a parlé au départ. C'est l'affaire Januzaj, dont on a déjà parlé d'ailleurs dans ce podcast. Alors on doit vous dire, même si je ne sais pas si on en a vraiment reparlé sur le site même, si on pouvait, je ne sais pas trop, mais Bidiable, avec toute la rédaction, enfin une grosse partie de la rédaction, a travaillé sur un dossier qui est paru il y a déjà quelques grosses semaines, mois maintenant. C'était début décembre. Ouais. Un petit mois. Donc a sorti un dossier sur un peu la vie, le parcours de Januzaj. Vu par ses anciens coachs, anciens équipiers, ceux qui l'ont côtoyé dans sa jeunesse, dans ses classes d'âge essentiellement. Exactement. Et écoutez, parlez-en un peu, on va en revenir un peu parce que ça nous fait quand même... Je propose que Guillaume en parle, il saura sans doute le faire je vais continuer. Vu qu'il était le rédacteur final du produit. Donc, Exactement. Donc c'était quand même, on va dire, c'était d'abord finalement le premier gros papier qui est paru, qui est papier dans un magazine. Donc voilà. Donc à toi Guillaume. Oui, d'ici à ce que Bidiable Magazine existe, on se contente de Sport Foot Magazine pour faire parler de nous et pour écrire des trucs un peu plus longs et plus aboutis comme ça. On remercie quand même Sport Foot Magazine, hein, c'était quand même cool. C'était vraiment très intéressant à faire. Enfin, moi j'ai appris personnellement beaucoup de choses en faisant le reportage, en apprenant comment était Januzaj au RWDM, en parlant avec son premier entraîneur, en apprenant des choses sur son passage à Anderlecht.
Bon, on n'a pas rencontré la famille parce que on a essayé de les appeler, mais on pense finalement qu'ils faisaient comme s'ils ne nous entendaient pas au téléphone. Mais voilà, en gros, Adnan, je pense moi personnellement, enfin j'espère qu'il choisira la Belgique. Et je pense que si le Kosovo n'a pas d'équipe nationale, il choisira la Belgique. Et je crois que lui, plus encore que peut-être même que Bakali, pour moi, c'est vraiment ça va devenir le top mondial. Quand on voit ce que fait le joueur à 18 ans à Manchester United, où il y a des matchs où il porte le jeu offensif sur ses épaules, c'est vraiment super impressionnant. Donc, je suis assez sceptique sur le fait qu'il choisisse la Belgique, mais s'il la choisit, ce sera vraiment une bénédiction pour nous parce que ce sera de l'acabit d'Eden Hazard, si pas encore plus fort pour moi. Voilà, je sais pas si on l'a fait suffisamment souligner, mais c'était quand même un reportage qui avait fait la couverture du Foot Magazine, donc voilà, c'était quand même pas mal pour nous, pour Bidiable et pour notre avenir peut-être. Et mais sinon, tu parles de Guillaume, tu parles de Januzaj. Alors est-ce qu'on jouera plus si Januzaj choisit les Diables, on devra jouer en fonction d'Eden ou en fonction de Januzaj? Ça dépend comment il parvient à s'imposer. C'est vrai que Januzaj, pour moi, il a peut-être plus qu'Eden une faculté à jouer axiale. Donc ça pourrait peut-être mieux lui convenir à lui de jouer derrière les attaquants. Maintenant, si on a Januzaj et Hazard, il faut évidemment repenser le dispositif par rapport au 4-3-1-2 duquel je parlais. Là, le 4-3-1-2 était dans l'hypothèse où on part avec le groupe qu'on a actuellement au Brésil. Et pour vous, il partirait, s'il était sélectionné aujourd'hui avec la Belgique, il partirait, il a les qualités pour aller au mondial? Oui, sans problème. Certainement. Quand tu vois le match qu'il est en train de faire, Et titulaire ou pas? les 20 dernières minutes contre Tottenham, tout passait par lui et dès qu'il y avait un ballon, on cherchait Januzaj. Pour moi, il peut être titulaire en puissance. Moi, peut-être pas titulaire encore au Brésil, mais en tout cas, si on peut faire monter un Januzaj les 20 dernières minutes à chaque match, je pense qu'il y a des défenses qui vont se faire dessus. Mais moi, je pense moi, je donne mon avis personnel. Je pense qu'il ne sera pas belge parce que maintenant, c'est une possibilité énorme. Il peut jouer la Coupe du Monde maintenant et il le sait très bien. Et donc, s'il ne fait pas de gestes maintenant, c'est fini. Non, mais c'est pratiquement sûr que son choix ne sera pas fait d'ici le Brésil, peut-être même d'ici 2 ans, peut-être qu'il n'aura pas encore choisi, même si bon, ça ne peut que lui être bénéfique de jouer en sélection, mais je pense pas que ils en ont déjà parlé, hein, ils vont vraiment mûrir ce choix avec son père aussi qui met un peu la pression en attendant que le Kosovo ait une équipe nationale. Et puis il y a d'autres possibilités possibles. L'Angleterre qui lui fait les yeux doux, il y a énormément de possibilités, donc évidemment le choix ne sera pas fait tout de suite. C'est sûr. Pour le Brésil, Januzaj en Coupe du Monde, c'est mort à mon avis. Ok. On va terminer cette partie, cette énorme rétrospective qui a déjà pas mal dépassé le temps dont on avait prévu. Donc on va terminer avec le joueur 2013 pour chacun des chroniqueurs. Alors on va essayer d'être très concis. On va commencer par Guillaume. Quel est ton joueur, pourquoi, etc. Voilà. Moi, c'est Moussa Dembélé. C'est totalement subjectif parce qu'il a pas fait un assist, il a pas mis un but. Mais quand il prend le ballon, qui se retourne en faisant une petite roulette, qui récupère la balle et qui repousse sa balle en relevant un peu le torse comme ça, c'est pour ça que j'aime le football. Cédric. Pour moi, le meilleur joueur de la campagne, on a beaucoup parlé de KDB. Pour moi, le meilleur, c'est Thibaut Courtois. C'est vraiment lui qui était le meilleur, autant avec les Diables qu'en club. Mais si je dois vraiment en retenir un, je vais plutôt sortir mon chouchou pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, qui est Dries Mertens. Voilà, pour la façon dont il s'est finalement imposé, si on peut dire, au Napoli. Et Pierre. Moi, c'est le coup de cœur d'une de mes premières interviews pour Bidiable, Zakaria Bakali. Pour moi, c'est un joueur phénoménal à en devenir. Parce que pour le moment, il joue pas, mais j'ai l'impression qu'il peut vraiment devenir un top 10, voire même un ballon d'or futur. Ah ouais, donc ton petit chouchou. Donc on garde la bande aussi, Pierre, attention. On garde la bande. Et moi, je vais terminer. Je vais dire aussi mon joueur. Je rejoins l'avis de Cédric avec Thibaut Courtois. Donc je suis quasi tous les matchs. C'est assez incroyable ce qu'il est en train de faire en Liga. Donc l'année dernière, il a été trophée Samora, donc meilleur gardien. Une défense
de la balle, quoi. Faut aussi souligner et remercier ses défenseurs, comme a dit Guillaume. Mais quand même, il fait des arrêts réflexes incroyables. Donc voilà, Thibaut Courtois, pour moi, joueur 2013. Ce qui termine ce dossier, cette rétrospective 2013. Donc on sait, voilà, on n'a pas été super exhaustif, mais on essaye d'être le plus compact possible pour que vous sachiez ce que nous a plu. Et voilà, et que ce soit pas trop long à écouter, ce qui est déjà pas mal, parce que je crois qu'on a dépassé plus de l'heure, là, on est à presque 1h10, hein. Donc voilà, on va terminer cette partie, on va terminer ce podcast avec l'avis du site. Donc comme chaque semaine, comme on vous l'a déjà dit, on revient en fin de podcast sur un peu ce qui se passe sur le site, ce qui bouge pas. Donc on en a déjà reparlé tout à l'heure, mais on a fait un gros dossier Lukaku, enfin surtout Guillaume s'en est occupé. Dossier Lukaku qui a été repris par les Cahiers du foot. Guillaume, ça a dû te faire très plaisir. Oui, effectivement, ça a été repris sur le blog des Cahiers du foot, les D-Managers, donc qui parle beaucoup de tactique et de style de jeu. C'est vraiment un blog très intéressant. On vous mettra le lien d'ailleurs parce que c'est des lectures à ne pas manquer. Franchement, moi ça m'a fait plaisir. Je trouve que c'est une belle reconnaissance pour nous et d'ailleurs ça a bien fonctionné, ça a renvoyé pas mal de gens sur notre site puisque je pense que c'est une des plus grosses audiences qu'on ait faites depuis qu'on peut mesurer les audiences. Exactement, c'est tout à fait ça, donc on est très contents et on espère que on pourra vous proposer d'autres sujets comme celui-ci le plus possible. D'ailleurs, on a oublié, mais on va le redire histoire de se faire mousser. Un article comme celui que Guillaume avait déjà fait sur les buts des Diables avait été repris sur Vivacité. On en avait parlé, donc on était très contents et on voulait le dire. Voilà, que ça Diable commence à être un peu connu dans le milieu et donc ça nous fait énormément plaisir. On va aussi enchaîner sur un article qui va bientôt arriver, qui est un peu complémentaire avec le podcast que vous êtes en train d'écouter, la sélection de nos articles préférés de l'année. C'est Guillaume et Cédric qui sont en train de s'en occuper de ça. Bah oui, voilà, on a simplement choisi 10 articles qui, pour une raison ou pour une autre, nous ont marqué. Autant pour le contenu que pour les coulisses, on va dire le making of, si on peut dire ça, de ces interviews, notamment la rencontre avec le grand Jojo dans un restaurant et quelques anecdotes croustillantes. Ça fait partie des 10 choix que nous avons opérés. Donc voilà, d'ici quelques jours, vous aurez l'occasion de voir ça sur le site. Voilà, comment ça s'est passé, comment les différentes rencontres se sont passés et surtout pour quelles raisons ces articles ont été déterminants dans la campagne qualificative des Diables Rouges. Vous comprendrez en lisant ça sur le site. Et pour terminer, la dernière chose, on vous en parle à demi-mot maintenant. Il y a du futsal bientôt qui arrive à Anvers, c'est l'Euro Futsal 2014 et on espère pouvoir suivre la compétition, voir certaines équipes faire un truc à notre sauce, voilà. C'est pas encore officiel, donc on en reparlera, je l'espère, assez vite puisque c'est le 28 janvier que ça démarre, donc voilà, il faut qu'on se bouge le cul. Et c'est donc la fin de cette émission, donc je tiens à vous remercier tous ceux qui nous écoutez. Et tous ceux qui auront écouté jusqu'au bout surtout. C'est ça, parce que ça a duré pas mal de temps. Et je ne vais pas lire les conneries que certains de mes collègues sont en train de m'envoyer. Donc je remercie Guillaume, Cédric et Pierre d'être restés jusqu'au bout. Donc je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, tous ceux qui nous ont donné des avis, même positifs ou négatifs, du premier podcast. Ça nous fait grandir, ça nous fait, voilà, c'est super important pour nous. On espère que vous appréciez tout ça. Et je remercie moi aussi personnellement un monsieur qui m'a envoyé un lien sur le site, m'a expliqué 2-3 trucs sur les podcasts et je le remercie parce que on essaye d'améliorer tout ça. C'est la dernière ligne droite. On se retrouve très prochainement. On ne sait pas encore quand. Peut-être au courant janvier ou fin janvier pour la fin du mercato hivernal. Pour faire un petit bilan du mercato. Pour un petit bilan du mercato. C'est tout. Vous pouvez éteindre votre radio, votre ordinateur, etc. Merci, à la prochaine. Ciao.